Samedi 7 juin 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, Nicolas Sarkozy ou la chronique d'un retour annoncé pour la présidence de l'UMP. Le débarquement de Normandie fut un tournant majeur lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous fêtions hier ses 70 ans. Dans quelques minutes, le film de la journée du 6 juin 1944. En Thaïlande, la fête continue dans la capitale Bangkok. Les touristes continuent d'affluer malgré le coup d'état militaire de la semaine dernière. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. À l'UMP, le retour de Nicolas Sarkozy à la tête du parti ne serait-il qu'une question de temps? L'ex-président aurait en effet confié à ses proches qu'il n'avait plus vraiment le choix. En attendant une éventuelle officialisation de sa garde rapprochée, Brice Hortefeux et Nadine Morano en tête semblent déjà préparer le terrain. Reportage. Il va bien falloir que je m'y colle, c'est ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy à certains de ses proches. Depuis plusieurs jours, l'offensive est lancée. Le retour de l'ex-président à la tête de l'UMP se précise. Le premier cercle, Brice Hortefeux, relaie le message sans équivoque dans une interview au Monde. Autre soutien nettement plus inattendu cette fois, celui d'un ex-rival, Dominique de Villepin. Partie des très rares qui ont aujourd'hui les capacités à rassembler la droite. Et je pense que ceux qui ont cette qualité, cette capacité, qui ne sont pas nombreux, pour ma part je vois Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, ils ont la capacité de s'entendre. La capacité de s'entendre, peut-être la volonté, rien n'est moins sûr. Sur la route de 2017, Alain Juppé comme François Fillon sont les plus sérieux concurrents de Nicolas Sarkozy. Ils sont partisans d'une primaire pour la présidentielle, alors que lui refuserait de s'y plier. Voilà pourquoi certains dans son camp écartent la perspective d'un retour de l'ancien chef de l'État. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont été engagés dans cette campagne présidentielle qui soulève tant de questions, tout cela doivent se tenir à l'écart du mouvement dans l'intérêt de l'UMP et dans le respect de nos électeurs et de nos adhérents. Dont Nicolas Sarkozy. Tous ceux qui, de près ou de loin. Nicolas Sarkozy pourrait prendre sa décision au cours de l'été. C'était hier, vendredi 6 juin, le débarquement de Normandie fut un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale et le grand show de l'info vous raconte cette fameuse journée du 6 juin 1944, depuis l'annonce du débarquement au discours du général de Gaulle, en passant par les principales phases de l'opération. 5 juin 1944, 21h15, Radio Londres alerte la résistance française de l'imminence du débarquement. Le signal, un poème de Verlaine. À 22h, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, assiste à l'embarquement des parachutistes. Il y adresse aux soldats le message suivant. Le regard du monde est tourné vers vous. Les espoirs et les prières des hommes qui partout aiment la liberté vous accompagnent. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures d'une gigantesque opération menée dans le plus grand secret, une des plus importantes jamais organisées. Son nom de code, Opération Neptune. 150 200 hommes, 11 500 avions et 6 939 navires du côté des Alliés. Les Allemands ne sont que 150 000 dans la région, dont 50 000 seulement dans la zone du débarquement. Et pour cause, ils attendent leurs ennemis dans le Pas-de-Calais et ne croient pas à une telle opération en Normandie. À minuit 5, les avions alliés lâchent 5000 tonnes de bombes pour neutraliser les batteries allemandes dues à Bracherbourg. Puis c'est au tour des planeurs d'entrer en action. Ils larguent des soldats et du matériel de reconnaissance. En 1h30, des milliers de parachutistes sont largués sur les côtes normandes. Certains soldats s'empalent sur les pieux que Rommel a fait dresser. D'autres s'enlisent dans les marais et meurent noyés. Les Anglais, eux, parviennent à prendre le pont stratégique de Bénouville sur la route de Caen. À 1h15, les premières unités allemandes sont mises en alerte. Hitler dort, il ne sera réveillé pas avant 10 heures, un temps précieux qui va manquer aux Allemands pour mener une contre-offensive efficace.
À 2h30, Ranvi devient la première commune continentale libérée. 2 heures plus tard, c'est Sainte-Mère-Église qui est prise. L'épisode sera rendu célèbre avec ce parachutiste qui passera la nuit suspendu au clocher de l'église. À 5h58, le jour se lève, la marée est basse, la première phase de l'opération peut commencer. D'après le plan des Alliés, 5000 navires doivent débarquer sur les plages de la côte de Nacre. Dans ce secteur tenu par les Américains, le débarquement vire au cauchemar. En raison des falaises, la mer est agitée, glaciale, les bateaux coulent et les soldats meurent sous les tirs des Allemands. Plus à l'est, 53 000 soldats britanniques débarquent à Gold puis à Suord. À 8 heures, la dernière vague d'assaut a lieu avec les Canadiens qui envahissent le secteur. 1h30 plus tard, Eisenhower annonce le débarquement des armées alliées sur la côte normande. À la mi-journée, Churchill s'exprime à son tour devant le Parlement britannique et à 18h, le général de Gaulle déclare depuis Londres: La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est... À la fin de la journée, 156 000 soldats sont débarqués, 11 000 sont tués, blessés ou disparus et on compte 200 victimes civiles. Malgré les pertes importantes, l'opération est un succès. Les Alliés sont aux portes de Bayeux. Il faudra 12 semaines de combats acharnés aux Alliés pour venir à bout des Allemands en Normandie, une bataille qui coûtera la vie à 20 000 civils et provoquera la destruction quasi complète de villes comme Caen ou Le Havre. Mais le débarquement de Normandie reste un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale et marque surtout le début de la reconquête de l'Europe et la fin de l'Allemagne nazie. À présent, on quitte la France et l'Europe pour aller en Thaïlande, à Bangkok. Les touristes continuent d'affluer dans la capitale thaïlandaise, faisant mentir les craintes d'une annulation massive des réservations après le coup d'état militaire de la semaine précédente. Alors certes, le couvre-feu ne fait pas les affaires des bars de nuit et une chute du nombre de touristes a été constatée les premiers jours, mais le secteur du tourisme se porte bien dans le pays, comme nous le montre ce reportage. Khao Sen Road à Bangkok est réputé comme étant l'un des principaux quartiers du routard de toute l'Asie du Sud-Est. Les touristes s'y arrêtent généralement quelques jours avant de rejoindre les plages du sud de la Thaïlande ou les montagnes du nord. Mais la semaine dernière, les hôtels ont dû faire face à de nombreuses annulations après l'annonce d'un coup d'État. Le couvre-feu mis en place a aussi nui en chiffre d'affaires des bars et d'autres commerces. Depuis le coup d'État, les choses vont bien plus mal. Avant, je pouvais m'en sortir, mais depuis, je ne gagne plus grand-chose. C'est plus dur qu'avant. Depuis des mois, des manifestations agitent la Thaïlande, ce qui avait déjà effrayé certains touristes. Mais en 3 jours, juste après le coup d'État, les arrivées de touristes ont baissé de 15% dans les aéroports du pays. Un hôtel 5 étoiles de Bangkok a accusé une chute de réservation de près de 70% et a dû faire face à des centaines d'annulations. Depuis, le couvre-feu a été repoussé à minuit et l'hôtel assure que les choses sont revenues à la normale. Les Thaïlandais sont un peuple tellement bien et de si bons ambassadeurs que les gens reviennent toujours. Que ce soit un tsunami, des inondations ou une crise politique, les invités reviennent toujours. Certes, des soldats restent stationnés dans les rues et des petits groupes de manifestants continuent de dénoncer le coup d'État, mais pour la plupart des habitants de Bangkok, le coup d'État n'a rien changé à la vie quotidienne et à la gare centrale. Les touristes s'apprêtent toujours à partir visiter les 4 coins du royaume. En fait, Bangkok, on se pose toujours des questions et en fait, on trouve que c'est plus en sécurité en fait, que la France. Même s'il y a eu quand même des émeutes, on en a parlé beaucoup à la télé. On se trouve vraiment plus en sécurité et on n'a rien vu de particulier en fait. C'est à la nuit tombée que Bangkok s'éveille et même si les bars sont censés fermer après minuit, les fêtards sont toujours au rendez-vous. Des dizaines de pays ont émis des mises en garde à l'attention de leurs ressortissants. De nombreux touristes évitent donc la case Bangkok et vont désormais directement à la plage, mais d'autres restent déterminés à faire la fête malgré le coup d'État.
Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Une actualité très chargée avec l'abdication du roi Juan Carlos, mais également la réforme territoriale, l'affaire BNP Paribas et bien évidemment, on terminera tout cela par le débarquement du 6 juin. Le roi d'Espagne abdique au profit de son fils. À 76 ans, Juan Carlos laisse le trône au prince Felipe pour impulser le renouveau de la monarchie dans un pays en crise. Malgré les récents scandales qui ont entaché son image, Juan Carlos reste un symbole de la démocratie espagnole. Le nombre de régions réduit de 22 à 14. C'est ce que souhaite François Hollande. Certaines régions fusionnant, comme Poitou-Charentes avec le centre et le Limousin, d'autres gardant leur contour actuel, comme la Bretagne ou le Nord-Pas-de-Calais. Il peut encore y avoir des évolutions, selon le Premier ministre Manuel Valls, mais la réforme sera présentée le 18 juin en Conseil des ministres. L'Assemblée sous tension pour le début des discussions sur la réforme pénale de Christiane Taubira. La droite s'affole du laxisme du texte, qui veut notamment supprimer les peines planchées pour les récidivistes. La contrainte pénale, une mesure probatoire effectuée en milieu ouvert, sera aussi au cœur des débats, alors que la ministre de la Justice s'est attiré les foudres de François Hollande sur ce sujet. Une réforme lancée dans la précipitation et qui fait débat. La refonte des régions françaises a été difficile et peut être amenée à évoluer selon Manuel Valls. Le parti radical de gauche dénonce un coup de force et l'arrêt de mort du département. Le Front national exige quant à lui l'organisation d'un référendum. En déplacement à Varsovie, Barack Obama a assuré de son soutien le président ukrainien Petro Poroshenko, tout juste élu. Le président américain a également dénoncé les sombres manœuvres de la Russie en Ukraine, en référence au rattachement de la Crimée aux géants russes et aux actions des séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Elle est l'invitée d'honneur des célébrations du 70e anniversaire du débarquement. La reine Elisabeth II a pris l'Eurostar pour sa 5e visite d'État en France. Un premier hommage officiel en Bretagne, sécurité renforcée en Normandie. Tout est prêt pour honorer les héros du jour J. Annonce spectaculaire de la Banque Centrale Européenne. La BCE baisse ses taux avec, une première pour une grande banque centrale, un taux de dépôt placé en territoire négatif. Objectif, contrer la déflation et relancer la croissance. Une décision saluée notamment par le FMI. Un sursis pour le tueur présumé du musée juif de Bruxelles. Alors qu'il refuse d'être remis à la Belgique, l'examen de l'extradition de Mehdi Nemmouche a été renvoyé au 12 juin. 10 petites minutes d'audience jeudi matin à la cour d'appel de Versailles et le Français a été reconduit en prison. Il est soupçonné d'avoir tué 3 personnes le 24 mai dans la capitale belge. Obama, Poutine et Hollande sur les plages du débarquement. Les dirigeants d'une vingtaine de pays se réunissent en Normandie pour les 70 ans du jour J, un anniversaire assombri par le bras de fer entre Russes et Occidentaux en Ukraine. Le président ukrainien Poroshenko a jugé que les cérémonies seraient une démonstration d'unité européenne. Le Premier ministre russe Medvedev a qualifié de cynisme sans limite le soutien exprimé selon lui par le G7 à l'opération armée de Kiev contre les pro-russes. Les célébrations du débarquement ont commencé jeudi avec un hommage aux parachutistes américains à Sainte-Mère-Église, premier village français libéré, et aux parachutistes britanniques qui ont pris dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 le pont de Bénouville, point stratégique baptisé depuis lors le Pegasus Bridge. Hollande peine à convaincre Obama dans le dossier BNP Paribas. La France voudrait limiter les sanctions qui pourraient être infligées à la banque. On parle de 10 milliards de dollars pour avoir enfreint l'embargo américain sur le Soudan ou l'Iran. Mais Obama a prévenu qu'il ne se mêlait pas des affaires de justice. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment samedi prochain sur Big Web TV pour la suite de notre émission. Et d'ici là, je vous souhaite à tous et toutes un excellent week-end.